Bonsoir, bienvenue dans la salle Quarto, dans le nouveau bâtiment du Studium. Je vous souhaite la bienvenue, merci d'être venus aussi nombreux pour cette conférence de clôture de notre programmation autour de l'Alsace face au nazisme. Alors aujourd'hui, ça ne sert plus beaucoup de vous diffuser notre programme. Certains ont certainement suivi plusieurs conférences ou projections dans ce cadre-là, mais n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre site. C'est vrai que maintenant qu'on dispose enfin d'une salle digne de ce nom, notre programmation va pouvoir un petit peu s'étoffer et nous pouvons désormais proposer des partenariats un peu plus riches aussi, notamment comme ce soir avec le Centre européen du résistant déporté qui s'est aimablement joint à notre programmation dans le cadre de l'Alsace face au nazisme. Vous avez certainement tous eu l'occasion aussi de visiter l'exposition de la Bibliothèque nationale et universitaire avec qui nous avons travaillé sur le sujet. Je vous souhaite une bonne conférence et je laisse Monsieur Dandelot prendre la parole. Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci Magali pour votre accueil. Merci à ce lieu de nous accueillir aujourd'hui dans ce dernier jour de cette exposition sur Gurs. Et si vous ne l'avez pas déjà, je vous signale qu'il y a un livret sur cette exposition qui est à la sortie et qui est très intéressant si vous voulez le remporter avec vous. Aujourd'hui, quand on parle évidemment de l'Alsace face au nazisme, on ne peut qu'évoquer aussi le KL Natzweiler, ce camp de concentration situé dans l'Alsace annexée de fait. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter les différents éléments de cette construction, de ce camp de concentration, de la vie que l'on y menait, des activités que l'on y menait, de la façon dont se sont déroulés les développements à l'intérieur de ce camp. Pour titre, j'ai pris le titre d'un ouvrage que j'aime particulièrement, qui est celui de Boris Pahor, Pèlerin parmi les ombres. C'est un déporté slovène qui est mort cette année à l'âge de 108 ans. Il a écrit ce livre quelques années après avoir sorti de déportation et je pense que nous sommes comme lui, pèlerins parmi les ombres, c'est-à-dire que comme lui nous essayons de comprendre ce qui s'est passé, d'essayer d'appréhender les différentes phases de ce camp, appréhender la vie de ces personnes. Et c'est pour ça que j'ai repris le titre, puisque effectivement, à ce jour, nous ne connaissons pas tout et nous ne connaîtrons jamais tout ce qui s'est passé dans ce camp. Pour connaître justement ce qui s'est passé dans le camp et pour vous emmener dans ce pèlerinage, on dispose de plusieurs sources qui sont de nature assez différente et qui se complètent les unes les autres. Les premières sources, ce sont les archives de l'administration SS. Vous le savez, les SS étaient des grands fanatiques en général, mais surtout aussi des fanatiques de l'administration. Donc tous les gestes, les déplacements, les activités étaient recensés dans un certain nombre d'archives dont on dispose encore, même si elles ne sont largement incomplètes. Le deuxième élément d'archives, ce sont évidemment les procès qui ont eu lieu après la guerre et qui nous permettent d'avoir un certain nombre de témoignages, un certain nombre de dépositions qui aussi éclairent d'une autre façon la vie dans ce camp. Quand on parle de témoignages, évidemment, on parle aussi du témoignage des anciens déportés, de ceux qui ont survécu, c'est-à-dire 60% des 52 000 qui sont passés par le KL Natzweiler et qui ont assuré une mission à la fois de transmission orale, mais aussi une mission de transmission écrite au travers d'un certain nombre d'écrits, dont le livre de Boris Pahor que je viens de citer. Ce sont des témoignages très importants, qui sont aussi des témoignages individuels, donc comme les archives, comme les archives notamment des procès, il faut aussi les prendre avec une certaine distance parce qu'ils ont été écrits quelquefois à des périodes différentes. On s'est focalisé sur un tel ou tel aspect de ce passage dans ce camp. Et puis, on voit bien que le temps passant, la mémoire peut aussi faire défaut ou la vision des choses peut évoluer. On le voit par exemple très, très facilement sur la vision des anciens déportés sur l'Allemagne.
très dure, très violente dans les témoignages qui sont écrits à la fin de la guerre et beaucoup plus pris avec beaucoup plus de distance, beaucoup plus peut-être de compréhension aussi des choses dans les écrits qui sont les plus récents, à partir des années 80, 90 notamment. Et puis il y a aussi évidemment le patrimoine et l'archéologie. Le patrimoine et l'archéologie, c'est ce que l'on découvre en venant au Struthof, venant visiter ce camp, dont un certain nombre d'éléments restent aujourd'hui présents pour vous permettre ou pour permettre de mieux appréhender par d'autres moyens finalement ce qui s'est passé. Ces éléments malheureusement sont à la fois importants et en même temps rares, puisque le gouvernement français en 1954 a décidé de brûler un certain nombre des baraques qui étaient là. Les nazis sont partis en novembre 1944 en laissant tout en l'état. Mais le gouvernement français à l'époque, dans les années 50, a décidé que ces éléments étaient peut-être trop lourds à porter en termes d'entretien. On est dans les années 50, on n'est pas dans les années 2020, et donc un certain nombre d'éléments ont malheureusement disparu. Et puis aussi de l'archéologie, même pour cette période-là, on fait de l'archéologie. Il y a un certain nombre d'activités d'archéologie qui permettent de découvrir un certain nombre de bâtiments ou de préciser leur emplacement. C'est le cas notamment pour les recherches en archéologie qui sont faites actuellement sur la carrière et qui sont des éléments importants parce que sur cette carrière, sur son exploitation, les éléments sont relativement rares par rapport à d'autres aspects de la vie du camp. Alors, quand on parle du camp de Natzweiler, on parle d'un camp qui a été créé en 1941. Ce n'est pas un camp qui est sorti de la poche, qui est arrivé comme cela. Il s'inscrit dans un système concentrationnaire qui est beaucoup plus ancien, qui débute plusieurs années avant, près de 8 ans avant, en 1933, avec l'arrivée au pouvoir de Hitler, en particulier le 30 janvier 1933, et un système de répressif qui se met très rapidement en place et qui notamment bénéficie directement ou indirectement, parce que l'on ne sait pas si l'incendie criminel du Reichstag du 27 février 1933 a été organisé par les SS ou c'est un incendie criminel pur et dur, mais suite à cet incendie, le 27 février, le 28 février, tout de suite, un décret-loi est passé. Ce décret-loi, qui est le décret-loi pour la protection du peuple et de l'État, en allemand ce qu'on appelle le Schutzhaft, va permettre à Hitler et aux nazis de mettre tout un chacun, sans avoir de motif particulier, en prison, en détention provisoire, et cela de façon illimitée. Et c'est ce qui va provoquer dans l'improvisation, dans la grande improvisation à l'époque, l'enfermement d'un certain nombre d'opposants politiques. Et l'on a appelé les premiers sites où ils ont été détenus, internés, les historiographes allemands ont appelé cela des camps sauvages. Cela pouvait être dans des usines désaffectées, dans des châteaux, dans des brasseries, dans une multitude de lieux. Mais en même temps, il y a un lieu aussi qui se crée, un lieu qui va lui rester beaucoup plus profondément dans l'histoire du système concentrationnaire. C'est la création du camp de Dachau dans la banlieue de Munich le 22 mars 1933. Et à partir de là, à partir de ce moment, Hitler va assez rapidement comprendre, notamment parce qu'il ne va pas en remporter les élections haut la main en début mars 1933 comme il le pensait, que le système concentrationnaire finalement est quelque chose qui va devenir pérenne, qui va devenir permanent et donc va s'organiser de façon très différente. En 1933, les historiens estiment qu'à peu près 200 000 personnes sont passées dans ces camps de différentes natures que j'ai cités, mais ils sont passés, c'est-à-dire qu'ils sont rentrés et beaucoup sont ressortis. Donc le système au départ n'est pas du tout vécu comme un système pérenne, mais plutôt comme un système de répression, comme un système de dissuasion, comme un système pour écarter effectivement les opposants politiques. Mais dès que l'on commence à s'inscrire dans une vision à long terme, ou à moyen terme en tout cas, du développement des camps de concentration, on s'organise de façon différente et on s'organise notamment avec un des instruments de la répression mis en place par le régime nazi, que sont les SS. En 1934, Hitler, par une ordonnance, fait des SS une force d'une part indépendante et d'autre part qui va prendre la main sur toutes les activités des camps de concentration.
Et à partir de ce moment-là, le système nazi va développer des camps qui sont à la fois beaucoup plus grands, qui sont à la fois plus adaptés à la répression, et va au contraire fermer tous ces petits camps dits sauvages progressivement pour au contraire se concentrer sur un nombre de camps limité, mais qui vont progressivement s'élargir par le nombre. À Dachau va s'ajouter en 1936 Sachsenhausen dans la banlieue de Berlin, Buchenwald en Thuringe, mais aussi Flossenbürg et d'autres après. C'est la première étape du développement de ces camps. La deuxième étape, c'est la perception par les SS que finalement, cette population de détenus, c'est une main-d'œuvre disponible, un réservoir de main-d'œuvre assez facilement mobilisable et peu cher. Et il faut comprendre que finalement, cette main-d'œuvre, ce stock de main-d'œuvre est un outil économique qui peut représenter un certain retour sur investissement. Et ils vont créer un certain nombre de sociétés, dont une est particulièrement connue et va être particulièrement importante pour l'histoire du KL Natzweiler, qui est la Deutsche Stein- und Erdwerke, la DEST, qui est une société d'exploitation de la terre et de la pierre, principalement chargée en fait de fournir des matériaux pour les grands projets architecturaux du Reich, qui sont qu'Hitler a commandité à Albert Speer, son architecte, et on s'aperçoit qu'ils sont face, pour mettre en place ces projets, à un besoin énorme et coûteux de matière pour construire. Et on s'aperçoit qu'à partir des années 38, un certain nombre de camps sont créés justement en lien avec cette activité économique qui est développée par la DEST. C'est le cas pour les carrières, par exemple, de Flossenbürg, plus tard en 38 de Mauthausen ou de Grossrosen en Silésie, mais d'autres aussi, comme Buchenwald ou Sachsenhausen, sont destinés à une activité économique au travers de la construction de briqueteries pour toujours ces grands travaux. C'est la deuxième... je m'aperçois que j'ai un peu oublié le développement des camps. Et puis, troisième élément, c'est l'élargissement de la population dans ces camps. Comme je l'ai dit au départ, essentiellement, les personnes qui sont visées par le système répressif allemand, ce sont des opposants politiques. Et au départ, quand on met en détention des opposants politiques ou des personnes plutôt de nature de juifs, ce sont des opposants politiques. Ce n'est pas parce que ce sont des juifs en particulier, mais c'est parce que d'abord ce sont des opposants politiques. Et se met en place dans le cadre de cette organisation qui s'affine, qui s'améliore, puisqu'en fait c'est un système qui devient quasi-industriel, un certain nombre de catégories que l'on voit apparaître sur ce tableau, avec les rouges qui sont les politiques, mais également et progressivement les asociaux qui sont en noir, qui sont les SDF, les prostituées, un certain nombre de personnes que le régime ne veut pas voir dans les rues et autour de lui par rapport à cette vision de la société qu'il essaye de développer, mais aussi les droits communs, puis les homosexuels, les témoins de Jéhovah, les tziganes et évidemment les juifs. Ils sont aussi catalogués par un système qui se met en place de triangles avec des couleurs, de triangles avec des nationalités, comme vous le voyez, et un triangle avec des matricules, parce que cette administration a besoin de savoir où sont ces déportés, où sont-ils, où vont-ils, et donc un système beaucoup plus facile qui rentre en plus dans cette déshumanisation que va mettre en place le système concentrationnaire, où les personnes ne sont réduites qu'à des numéros de matricules, ce que l'on traduira en allemand par des Stück, des morceaux. Alors, la création des camps, aussi le système concentrationnaire, au départ, il se développe en Allemagne, mais progressivement, avec l'extension du Reich, avec l'incorporation d'un certain nombre de territoires annexés, se créent aussi des camps qui sont dans ces territoires annexés, qui ont non seulement besoin effectivement de réprimer un certain nombre de populations ou d'envoyer un certain nombre de détenus, mais de marquer ces territoires comme un lieu où effectivement le pouvoir nazi est en place, et toujours avec cette idée de dissuasion. Alors, dans les éléments... Pardon, je reviens sur l'arrière un peu. Voilà. Donc,
tous ces éléments-là font qu'effectivement le système concentrationnaire se développe progressivement entre 1933 et 1941. 1941 qui est la création du camp de Netzweiler, avec entre-temps une autre date très importante, qui est celle du 1er septembre 1939, c'est-à-dire l'invasion de la Pologne par les Allemands, et progressivement la défaite de la Pologne et d'un certain nombre d'autres pays qui vont provoquer un afflux du nombre de déportés, un afflux du nombre de prisonniers souvent militaires, comme ce sera le cas à partir de 1941 avec les prisonniers soviétiques qui ne sont pas protégés par les conventions de Genève et donc ne sont pas traités comme des prisonniers de guerre. Et cela va augmenter l'importance des différents camps de concentration qui vont aussi augmenter en taille. Pourquoi en taille? Parce que selon les historiens, et notamment selon le livre qui est un peu un livre de référence, qui est celui de Nikolaus Waxman, il donne un certain nombre de chiffres qui sont intéressants à mettre en perspective du nombre, a priori, en tout cas du nombre de déportés au 1er septembre 1939, donc au moment du déclenchement de la guerre avec la Pologne. Et il estime qu'à cette époque-là, dans les camps de concentration existants, il y avait 21 400 détenus. Je dirais seulement 21 400 détenus par rapport à l'ampleur que vont prendre en termes de chiffres et en termes de population les camps de concentration à partir de cette période, c'est-à-dire à partir du début de la Seconde Guerre mondiale. Tout ça pour vous dire que le camp de Netzweiler, c'est un camp qui s'inscrit dans cette évolution-là, puisque effectivement l'Alsace est un territoire annexé de fait, avec une germanisation accélérée de ce territoire, que l'Alsace est que le Struthof va être le lieu aussi de développement d'une activité économique, puisque le Struthof et sa destination est liée au repérage d'un filon de granit et d'une exploitation d'une carrière de granit. Et puis c'est aussi répondre à l'augmentation du nombre de déportés en ouvrant un nouveau camp. Alors, le lieu-dit du Struthof, c'est un lieu particulièrement bucolique à l'époque, c'est un lieu complètement isolé, ce qui le distingue aussi des autres camps de concentration. Il est en pleine nature, à peu près à 800 mètres d'altitude, et autour de ce site, il est éloigné d'un kilomètre d'un hôtel qui existe depuis le début des années 1900, et qui est là pour finalement répondre au développement des activités touristiques que connaît cette partie du territoire, avec la randonnée, la luge en hiver, et qui fait du Struthof un élément particulièrement apprécié par les Strasbourgeois en particulier, ou les habitants de la vallée de la Bruche. C'est là que le colonel Blumberg, qui est un géologue, décide de s'installer pour effectivement être à proximité, à peu près à 1,5 km de ce filon granitique qu'il a repéré et dont il pense que sa qualité particulière, puisque c'est un granit rose particulièrement rare, pourra être utilisé dans le cadre des grands travaux voulus par Hitler et mis en place par Albert Speer et son ministère. Ce granit, ce sera donc effectivement, dans un certain sens, la légitimation de l'installation de ce camp dans cette partie de l'Alsace. La création se fait donc autour d'un camp de base, qui est cet hôtel du Struthof, qui est un hôtel qui est aussi s'est créé progressivement. On voit un certain nombre de bâtiments autour, et un peu plus loin, il y a une ferme qui a été déplacée pour justement permettre la création de cet hôtel avant et après la Première Guerre mondiale. Alors, cette création, elle se fait formellement à partir du 1er mai 1941, avec la décision qui a été en avril par Himmler de créer ce camp dans ce site bien particulier. Il est bien particulier parce que, comme je le disais tout à l'heure, il est effectivement en haut sur la montagne, dans un lieu assez éloigné, et il va se développer progressivement. Sur cette carte,
on voit ce qu'on indique comme la chambre à gaz, qui est en fait le lieu aussi de cette auberge, donc qui sert de camp de base. Et progressivement, c'est de là que va se créer le camp principal, le camp qu'on appelle haut par opposition peut-être à ce camp de base qui est un peu plus bas, où l'on voit un certain nombre de baraques progressivement s'installer avec un fonctionnement de plus en plus développé. Un camp à peu près organisé pour accueillir, excusez-moi du terme, mais 3000 détenus, et puis plus loin, plus haut encore, la carrière et des baraques qui sont installées pour le travail qui est opéré là-haut. Un site particulier en pleine nature, mais aussi un site particulier car avec une pente très importante, on estime qu'entre le bas de ce camp, du camp principal et le haut, on a des pentes à hauteur de 18%. 18%, c'est une fatigue énorme pour des détenus qui progressivement sous-alimentés vont être de plus en plus faibles et qui vont être aussi confrontés à un travail et à une météo particulièrement rude dans cette partie du territoire où l'hiver, les températures frôlent souvent les moins 10 degrés et où aussi en été, les températures peuvent être extrêmes dans le sens inverse. Alors, comment s'organise ce camp? Comment est-il administré? Quelles sont les personnes qui sont les acteurs de cette tragédie? Ce sont d'abord évidemment des SS avec un certain nombre de commandants qui vont se succéder à la tête de ce KL. Ils sont 5, ils sont présents sur des durées plus ou moins importantes, avec un qui se détache particulièrement, c'est celui qui est au centre, qui est le commandant Kramer, qui sera d'abord l'adjoint du premier commandant, mais qui sera Hans Huttig, mais qui sera également présent pendant 1 an et demi et dont les témoignages des déportés seront constants dans la brutalité, pour dénoncer sa brutalité, sa violence et la façon dont il exerce son pouvoir sur ces morceaux, ces shtuks qui sont à sa disposition. Chaque commandant va être un peu différent, chaque commandant va imprimer de façon un peu différente sa marque sur le camp, en fonction à la fois de son tempérament, mais aussi en fonction de l'évolution de la guerre, puisque le camp n'est pas un camp complètement imperméable, il répond à un système, et donc progressivement, dans ses développements, on va voir comment, effectivement, son évolution va être marquée par l'évolution de cette Deuxième Guerre mondiale. Avec lui, il a ce qu'on peut qualifier un état-major, c'est-à-dire à peu près 80 personnes qui ont un certain nombre de missions d'organisation, missions d'administration, missions aussi de répression sur ce camp. Ils sont la plupart des personnes des SS qui sont passées d'un camp à un autre, qui ont fait carrière dans le système concentrationnaire. La plupart sont passés par ce camp matrice qui est le camp de Dachau, qui a inspiré beaucoup des autres camps pendant toute cette période. À côté de cette fonction d'état-major, il y a une compagnie de garde. Compagnie de garde qui a un rôle important, puisque effectivement sa mission est de s'assurer qu'aucun détenu ne s'échappe, s'assurer que l'ordre règne. Ils sont à peu près 150 hommes, ce qui est peu important par rapport au nombre de détenus qui sont présents dans ce camp, puisque l'objectif c'est de 3000 et ce sera plutôt 6000 à la fin de la guerre. Avec un ratio, donc, quand on l'étudie et quand notamment Robert Stegman, qui est le seul historien à ce jour qui ait réalisé sa thèse sur le KL Natzweiler au début des années 2000 et qui a donc compulsé un certain nombre de ces statistiques dont je parlais tout à l'heure, montre que finalement le ratio passe de 1 garde pour 4 détenus à 1 pour 11 en 1943, ce qui est relativement important. Et que d'autre part, sur tous ces gardes qui sont là, si l'on compte les absences, les arrêts maladie, les vacances, les transferts, les arrêts maladie, les transferts qui ne se font pas dans une continuité parfaite, on estime qu'à peu près 1/4 de ces gardes n'étaient pas présents en fonction pour assurer la sécurité dans ce camp.
L'étude aussi réalisée par Robert Stegman montre qu'ils ont un profil assez semblable, c'est-à-dire que c'est un profil à peu près de personnes qui ont en moyenne autour de 40 ans, ce ne sont pas des tout jeunes soldats. Quel est l'avantage qu'ils en retirent d'être dans ces gardes? Bien, c'est une sécurité, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est un emploi qui est relativement préservé par rapport notamment au fait d'être envoyé sur le front, et particulièrement quand progressivement la Seconde Guerre mondiale va s'écouler sur le front Est. C'est aussi un lieu où finalement on peut se livrer à un certain nombre de trafics, donc on peut améliorer son quotidien, ce qui fait que c'est quand même un lieu qui est assez apprécié par les gardiens, qui sont souvent, et le profil aussi les montre, au-delà de l'âge, qui sont souvent des personnes qui ont été socialement marginalisées pendant les périodes précédentes, c'est-à-dire entre la fin de la Première Guerre mondiale et 1933, où l'Allemagne a subi plusieurs crises économiques qui ont effectivement marginalisé un grand nombre de ces Allemands et qui sont l'un des éléments du succès des partis extrêmes, et en particulier du parti du NSDAP de Adolf Hitler. Si ces gardes n'assurent pas leur mission de façon exemplaire, ils peuvent être renvoyés, et c'est une menace, particulièrement vers le front Est, et donc ils auront à cœur d'exercer bien leur mission dans la violence, dans l'application la plus stricte de tous les règlements, et évidemment c'est un élément important de la vie de tous ces détenus qui sont placés en dessous d'eux, sans possibilité de pouvoir dire quelque chose. Pourquoi finalement ce camp peut être géré par un nombre relativement peu important de gardes et de SS? C'est parce que les Allemands, les SS, ont mis en place un système tout à fait intéressant en termes de ressources humaines. Ils ont très bien étudié les choses. Ils ont étudié les choses notamment quand eux-mêmes ont été en prison suite au coup d'État avorté de Hitler au milieu des années 20. Ils se sont aperçus qu'effectivement, dans un camp, dans une prison, on pouvait très bien déléguer un certain nombre de tâches à des prisonniers, à des détenus, et donc ils ont mis au point un système très bien fait, très difficile, c'est-à-dire qu'ils ont utilisé un certain nombre de personnes pour leur donner des tâches et des responsabilités plus ou moins importantes, qui ont permis à ces détenus qu'on a appelés des capots, souvent on pense que l'étymologie vient de capo, du nom italien de chef. Dans ces positions, ils ont la possibilité effectivement d'étendre leur pouvoir, de s'assurer de positions plus confortables, d'avoir un certain nombre d'avantages. Et cette composition par délégation, elle se fait au travers des différentes catégories de déportés. Quand on analyse qui ont été ces capots dont la position aussi, comme les gardes, est assez fragile, puisque finalement ils sont également pris entre le marteau et l'enclume, c'est-à-dire qu'on leur dit, voilà, on vous donne cette mission, en échange vous aurez un certain nombre de contreparties qui vont faciliter votre vie au quotidien dans ce camp, mais si vous ne faites pas votre travail, vous serez remis dans le troupeau des détenus et considéré comme un anonyme, et donc vous perdrez tous vos avantages. De ce fait, les capots ont aussi à cœur de remplir leur mission, d'autant plus qu'ils viennent quelquefois de catégories qui ne sont pas forcément celles des résistants ou des déportés politiques. Quand on analyse qui étaient ces capots, on s'aperçoit que, en particulier au départ et dans les premières années du camp, les premiers mois du camp, on les confie aux détenus de droit commun ou aux détenus asociaux qui forment une catégorie ou des catégories très particulières, parce qu'à l'opposé des résistants, des opposants politiques, ils ne sont pas là parce qu'ils se sont battus pour une cause, ils se sont battus pour un projet, ils se sont battus pour la démocratie, ils ont donc quelque chose qui est complètement différent que ces personnes asociales ou droit commun qui sont là parce qu'ils ont été dans des situations délicates, qu'ils ont été punis par la loi, et donc ils n'ont pas du tout les mêmes motivations. Eux, leur motivation, c'est de survivre et de survivre le mieux possible, et donc d'exploiter finalement les avantages qu'on leur donne pour leur permettre d'avoir la vie la meilleure, entre guillemets, dans ce camp, et le plus longtemps possible. Dans les
ces déportés aussi qui sont missionnés en tant que capots, on s'aperçoit que les nationalités jouent un rôle plus ou moins important, ou en tout cas plutôt plus que moins, puisque beaucoup d'Allemands et de Luxembourgeois sont parmi ces personnes qui exercent des fonctions de responsabilité en tant que capots. On s'en aperçoit sur des documents qui ont été trouvés. Dans les avantages des capots et des capots les plus importantes, il y a ce que j'appellerais un avantage capillaire. C'est-à-dire qu'au lieu d'être rasés comme tous les déportés, on leur permet de garder, on va dire, une coupe militaire. Ce qui est un gros avantage et une grosse différence. Donc, ils sont distingués. Et donc, on a les statistiques de ceux qui avaient ces autorisations-là. Et en août 1944, donc c'est plutôt à la fin, on s'aperçoit que dans les 69 détenus qui peuvent profiter de cet avantage dans le camp principal et dans les camps annexes, il y a 45 Allemands et 5 Luxembourgeois. Et puis, en 1944, et là on s'aperçoit effectivement que dans les capots, il y a eu du changement au fur et à mesure que se mettait en place ce camp, que les détenus droit commun et asociaux qui étaient très largement majoritaires au début, dans cette liste du 22 août, ne sont plus que 30%, alors que les détenus politiques sont, eux, 66%. Alors, d'où viennent ces détenus? De quelle nationalité, de quel lieu sont-ils envoyés? Ça change aussi et ça évolue dans la vie de ce camp. C'est d'abord ce qu'on appelle un camp fermé, c'est-à-dire que les premiers contingents qui arrivent en mai 1941, ce sont des déportés qui arrivent d'autres camps. C'est un peu une méthode que Annette Vivorka a appelée une méthode d'essaimage, c'est-à-dire que l'on prend des déportés qui sont des déportés que je vais qualifier de vétérans, qui sont depuis un certain temps dans les camps, et on va les amener, en particulier donc dans ce nouveau camp, et ils vont être ceux qui vont mettre en place, les premiers qui vont installer le camp de base autour de l'hôtel que l'on a vu tout à l'heure, mais également aussi commencer à construire le camp principal qui est éloigné de quelques centaines de mètres. Après, cette période ne va pas durer très longtemps puisqu'elle se termine le 15 août 1942, et à partir de ce moment-là, le camp devient ouvert, c'est-à-dire qu'il peut recevoir non seulement des déportés qui viennent d'autres camps, mais des déportés qui sont directement envoyés par les services de police nazis. D'où viennent-ils en termes de nationalité? C'est important. Vous pourrez peut-être penser qu'un camp situé en Alsace va accueillir essentiellement des Alsaciens ou même des Mosellans. Ce n'est pas du tout le cas, puisque comme vous le voyez, les Alsaciens et les Mosellans sont très minoritaires. On en a comptabilisé 232 pour les Alsaciens et 832 pour les Mosellans. Au contraire, ce sont d'autres nationalités qui sont les plus importantes. Ce sont les Polonais, les Soviétiques, les Français, avec 6 000 sur les 52 000 à peu près, et puis aussi les Hongrois et les Allemands qui forment un contingent important qui va être de moins en moins important au fur et à mesure, mais parce que, effectivement, comme je vous le disais, les camps de concentration au départ sont des camps de concentration qui sont mis en place pour réprimer les opposants et les opposants allemands. Alors, c'est aussi pour ça que l'on a parlé dans les camps en disant que c'était un peu un creuset de l'Europe. Creuset, pas forcément parce que les relations étaient forcément excellentes entre toutes ces nationalités, on le verra bien tout à l'heure, mais aussi parce qu'on est à une époque où les gens voyagent très peu. Et beaucoup de ces déportés sont de milieux sociaux très divers et très variés, ne parlent pas de langues étrangères, ne sont jamais allés à l'étranger. Et pour eux, c'est un peu une première rencontre avec des nationalités différentes, avec des modes de culture, des modes de vie, etc. Et c'est vrai que ça va être pour une première ouverture dans le drame et dans la difficulté, mais sur l'Europe. Après, le camp de Natzweiler, au-delà de ces éléments, qui sont des éléments que l'on retrouve dans la plupart des autres camps de concentration, a accueilli un certain nombre de particularités, ou en tout cas je voudrais m'attarder un peu sur quelques-unes de ces particularités. La première, ce sont les déportés NN, les déportés Nacht und Nebel. Ces déportés sont en fait une catégorie très particulière. On voit bien d'ailleurs sur la tenue d'un déporté ces marques très
de NN qui le différencie et l'identifie à l'intérieur même du camp. En fait, les NN sont une autre façon de répondre à la violence par la violence. À partir de 1941, à partir donc de l'opération Barbarossa en juin 1941, dans un certain nombre de pays occidentaux, la résistance prend de l'ampleur. Elle prend de l'ampleur d'abord parce que le temps passe et qu'on s'organise, mais aussi elle prend de l'ampleur parce que les communistes, qui étaient restés neutres en raison du pacte germano-soviétique, vont s'engager dans la résistance et vont s'engager dans des actions de plus en plus violentes, avec un certain nombre d'attentats, des attentats contre des soldats allemands en particulier. On pense notamment à l'attentat de Nantes contre le responsable de la Loire inférieure à l'époque, la Loire Atlantique aujourd'hui, qui va provoquer l'exécution de 100 otages, qui sont les otages notamment de Chateaubriand. Ces otages, en fait, l'idée, c'est la violence répond à la violence, c'est-à-dire qu'effectivement, on attaque un soldat allemand et on répond de façon très disproportionnée en exécutant des personnes qui sont été souvent la plupart dans les prisons ou qui sont arrêtées comme cela. Ils s'aperçoivent qu'en fait cette stratégie n'est pas la bonne, qu'au contraire finalement en fusillant, en exécutant ces otages dans les lieux ou à proximité des lieux où se sont passés ces attentats, au contraire on crée des martyrs, on incite plutôt à se révolter encore plus, à résister encore plus qu'à se soumettre, ce qui est quand même le but de la répression des Allemands. Donc à partir de ce constat-là, le maréchal Keitel, qui est le chef d'état-major des armées, signe un décret le 7 décembre 1941 qui va devenir le décret qui va instituer ce qu'on a appelé les Nacht und Nebel, bien que ce nom ne figure pas dans le décret. Qu'est-ce que les Nacht und Nebel ? Nacht und Nebel, si on traduit en français, c'est la nuit et le brouillard. C'est donc en fait de faire disparaître ou de faire transférer très rapidement les résistants en Allemagne, lieu dans lequel ils seront jugés, et en particulier de les faire disparaître parce qu'ils ne seront pas autorisés à donner des nouvelles. Donc on ne saura pas ce qui leur est advenu. Alors ce décret il est appliqué en particulier dans les pays occupés de l'Ouest, les Pays-Bas, la Belgique, la France et également la Norvège. Il ne concerne pas du tout les territoires de l'Est de l'Europe. Et progressivement, ils vont être convoyés dans un certain nombre de lieux. Et Himmler décide en juin 1943 que les hommes, puisque nous sommes dans un camp d'hommes, les hommes seront envoyés au KL Netzweiler, où ils seront identifiés et ils auront effectivement droit à un régime particulier, particulièrement strict. Ils n'auront pas le droit au départ à être soignés, donc à aller à l'infirmerie, pas le droit d'envoyer des nouvelles, et seront soumis aussi à des travaux particulièrement pénibles. Et on a beaucoup de témoignages de l'arrivée notamment des premiers contingent français en 1943, où il y a un taux de mortalité extrêmement fort et très rapidement. C'est une catégorie qui est relativement peu importante par rapport à l'ampleur des déportés. On estime entre 7 et 10 000 le nombre de Nacht und Nebel, mais qui a eu, en tout cas en particulier en France, un écho très important au travers du documentaire d'Alain Resnais dans les années 50 qui s'appelle Nacht und Nebel et qui à l'époque et pendant de nombreuses années sera passé, vu par toutes les classes dans le cadre de cours sur la Deuxième Guerre mondiale et aussi également donnera lieu à une chanson de Jean Ferrat sur Nuit et brouillard. Le camp, je vais revenir un peu avant. Des groupes particuliers, donc les NN, mais aussi, je l'ai cité parce que je trouve que c'est assez important, la faiblesse des Alsaciens et des Mosellans. On estime donc à peu près à 1 millier, si on prend les deux contingents de détenus sur 52 000. Pourquoi sont-ils peu représentés ? Il semble qu'en fait ce sont des contraintes de sécurité et des conditions de sécurité qui font que les Allemands
les nazis pensent que ces personnes-là seront peut-être, par la connaissance du territoire environnant, par la connaissance de la population, par la connaissance de la langue locale, seront plus susceptibles de s'évader et donc doivent être envoyés le plus loin possible. Et c'est vrai que la seule évasion réussie de ce camp, d'un groupe de 5 détenus, dans ce groupe il y avait un Alsacien, Martin Winterberger, qui était de la vallée de la Bruche et donc qui connaissait bien ce territoire. Mais aussi, dans ce camp, on est dans un camp de concentration, on n'est pas dans un camp d'extermination ou d'un camp de mise à mort, comme aussi le nomment les historiens, c'est-à-dire un camp où finalement on ne reste pas, on est exécuté. C'est pour ça que le mot mise à mort est préféré par certains, puisqu'ils ne sont même pas enregistrés comme détenus dans ce camp. Et le camp du Struthof est effectivement un camp où les Juifs ont été au départ peu importants, même si à la fin de la guerre, ils ont pris un rôle plus important en termes de présence dans ce camp. Pourquoi ? Parce que dans la première période, qui va à peu près de mai 1941 à février 1943, le Reich veut que ces camps de concentration où l'on meurt par le travail, soient judenfrei, c'est-à-dire effectivement libres de juifs. Et donc la plupart des juifs qui arrivent n'arrivent pas d'abord en tant que juifs, mais en tant que résistants, n'ont pas forcément été identifiés et sont rapidement renvoyés vers le camp d'Auschwitz, où leur destinée, la plupart du temps, s'achèvera là-bas. C'est aussi une demande d'Himmler qui, le 5 octobre 1942, demandera que tous les détenus juifs dans les KL soient envoyés vers Auschwitz. Et puis, à la fin de la guerre, à partir de 1944, la destinée du Reich allemand prend une tournure de plus en plus fragile, de plus en plus complexe, avec des pertes de territoire, avec le recul des armées et avec des besoins à la fois en hommes de plus en plus importants, ce qui fait que le recrutement des soldats sera de plus en plus important, donc dégarnit toutes les capacités industrielles et économiques d'une grande partie de l'industrie de guerre allemande, et on aura de plus en plus recours, et ça va être un développement des camps, à cette main-d'œuvre qui était au départ plutôt à visée économique, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour des grands travaux ou pour des sujets qui n'avaient pas forcément lien avec l'industrie de guerre, et un certain nombre de déportés qui seront à Auschwitz seront sélectionnés et seront renvoyés vers d'autres camps, ce qui fait que si on prend les chiffres globaux du nombre de juifs dans le camp de concentration de Natzweiler dans une entité globale, eh bien on a à peu près de 10 000 juifs qui seront déportés dans les camps de Natzweiler au travers d'Auschwitz en particulier, et qui seront utilisés pour l'industrie de guerre. Et l'on notera dans ces juifs une particularité qui est la création de 5 camps annexes avec des femmes, ce qui n'est pas le cas de tous les autres camps. Camps annexes parce que, effectivement, au fur et à mesure que se développe la guerre, les camps prennent une dimension différente. Ils sont finalement comme une pieuvre, c'est-à-dire qu'ils s'étendent. Pourquoi ils s'étendent ? Eh bien parce qu'à partir des années 41, 42, donc à partir du déclenchement de la guerre sur le front Est en particulier, en tout cas avec l'Union soviétique, les besoins de l'industrie de guerre et de l'économie allemande vont être de plus en plus importantes. On ne peut répondre à ces besoins de façon avec les moyens, avec les entreprises et avec la main-d'œuvre de ces entreprises, et donc l'on décide de mobiliser les déportés sur des activités économiques. Et le KL Natzweiler, comme tous les autres camps, verra progressivement se développer un certain nombre de camps qu'on appelle des camps annexes ou des camps périphériques. Et vous voyez sur cette carte le développement de ces camps, c'est à peu près une 50aine de camps qui sont recensés pour le KL Natzweiler, et au niveau global à peu près plus de 1000 camps annexes sur tous les camps de concentration. Ils se développent des deux côtés du Rhin, et particulièrement sur la rive droite, donc la rive allemande. Un certain nombre sont aussi présents en Alsace-Moselle, et un en territoire occupé, c'est celui de Thiel, qui est à la frontière de la Moselle et de la Meuse. Alors, quels sont ces
ces camps sont de nature très diverse et très variée, à la fois par leur localisation géographique, par leur taille, qui sont très différentes, et aussi par leurs activités. Alors si l'on essaye de regrouper les activités autour de plusieurs thématiques ou autour de plusieurs axes, on s'aperçoit qu'ils ont été utilisés dans différentes fonctions. La première fonction, historiquement, la plus ancienne, c'est au service de l'ASS et au service de son fonctionnement. Et c'est le cas particulièrement du premier camp annexe qui est créé le 15 décembre 1942 à Obernai, et dont on commémorera dans quelques jours, quelques semaines, les 80 ans de cette création. C'est un camp qui est créé pour assurer la mise en place et le fonctionnement d'une école de transmission qui va former des auxiliaires féminines de la SS. Et un certain nombre d'autres camps seront aussi dédiés à cette activité, mais elles vont être très rapidement supplantées dès 1943 par d'autres activités qui sont plus liées à la guerre. C'est d'abord la protection de l'industrie de guerre, c'est-à-dire des camps qui vont se développer à proximité soit d'entreprises ou qui vont se développer dans des endroits abrités. C'est-à-dire que pour protéger les industries, les Allemands, le Reich décide d'essayer de trouver des endroits où ils pourront être protégés. Parce que les bombardements sont de plus en plus importants, les bombardements détruisent une partie de ces entreprises, et donc il faut les protéger. Et donc un certain nombre de camps et de déportés vont être envoyés pour aménager ces lieux et éventuellement aussi les faire fonctionner. C'est le cas pour l'Alsace particulièrement, notamment de Sainte-Marie-aux-Mines, de Urbès, mais dans d'autres lieux c'est le cas aussi. Et puis il y a peut-être une particularité du KL Natzweiler dans l'utilisation et de ces camps annexes, c'est la recherche de carburant. Là aussi, le Reich a une faiblesse depuis le départ, c'est effectivement qu'il est très dépendant des carburants et de l'importation de carburants. En se développant, en allant vers notamment l'Est, la Roumanie, l'URSS, il trouve des lieux d'approvisionnement, mais qui progressivement vont diminuer ou ne vont plus exister. Et puis, il y avait aussi éventuellement l'importation d'autres pays, mais sur le front sud, sur le front ouest, avec l'Afrique du Nord, effectivement, ces sources deviennent aussi peu utilisables, et donc se développe toute une recherche sur l'utilisation du schiste bitumineux et la production de carburant. Production de carburant qui donne lieu à l'installation d'un certain nombre de camps et à un nom de code qui s'appelle Wüste, c'est-à-dire désert en français, qui va employer plusieurs milliers de déportés, mais qui n'aura pas un réel succès puisque la production ne démarrera que dans un de ces camps, à Bissingen, mais elle démarrera en février 1945 et le camp sera évacué 2 mois après. Mais c'est un lieu qui va être assez important pour les camps annexes du KL Natzweiler. Alors, dans la vie dans ces camps, maintenant, pour rentrer plus dans le quotidien des déportés, le quotidien des déportés qui est évidemment particulièrement relaté dans les différents témoignages des anciens déportés, et puis aussi dans un certain nombre à l'occasion des procès et un certain nombre de dépositions où on a un certain nombre de détails, avec là aussi toute la difficulté, toute la difficulté de saisir à la fois l'unité, l'individualité qui fait que la déposition ou le témoignage c'est vraiment une personne avec sa sensibilité, mais également de voir si ça se recoupe avec un certain nombre d'éléments. L'arrivée au camp, c'est un des éléments qui effectivement qu'on retrouve dans beaucoup de ces dépositions, plutôt de ces témoignages d'anciens déportés. C'est l'un des premiers moments de violence et de déshumanisation que vont rencontrer ces déportés. Ils arrivent par train, ils arrivent à la gare, essentiellement à la gare de Roto, mais également à la gare de Schirmeck. Ils ont fait des voyages souvent longs et de plus en plus longs au fur et à mesure du développement de la Deuxième Guerre mondiale et des problématiques de transport que l'on a au niveau ferroviaire. Ils sont souvent entassés dans des wagons à bestiaux, avec une respiration difficile, pas de nourriture, pas de sanitaire évidemment, et ils ne savent pas où ils vont. Ils sont partis de leur prison, ils ne savent pas, et progressivement, donc ils arrivent dans ce lieu
non identifié, qui est Roto dans la plupart des cas, où des Allemands, des SS sont là pour les attendre, des chiens, des coups, on leur demande de se mettre en rang rapidement alors qu'ils ont complètement ankylosé par leur déplacement. Certains sont même morts pendant ces transferts. Et ils comprennent, effectivement, ils commencent à comprendre qu'ils sont arrivés dans un monde complètement différent, dans un monde de violence, dans un monde où à la fois chacun est pour soi, où à la fois il faut en même temps être solidaire. Cela commence donc par une montée vers le camp, qui est à peu près entre 5 et 8 km en fonction de la façon dont vous vous déplacez, puisqu'en fait, certains déportés seront emmenés en camion par la route qui accède au camp et qui va se créer entre les différents lieux de ce camp, mais aussi à pied, et ils vont monter par ce chemin des déportés où ils ont des valises, ils ont des bagages, et ils arrivent progressivement vers ce camp où on va passer un certain nombre d'étapes qui vont marquer cette déshumanisation. La première étape, c'est l'arrivée au camp, l'arrivée au portail du camp, où ils ont un officier SS, quelquefois le commandant du camp, qui va les accueillir et qui va leur dire vous êtes dans ce camp, maintenant vous êtes sous mon commandement, je suis Dieu Tout-Puissant, j'ai droit de vie et de mort sur vous, et votre destinée, elle se trouve en bas du camp, de cette pente importante, où il y a à partir de 43, une grande cheminée que l'on peut distinguer. C'est celle du crématoire, et c'est celle où vous ressortirez en cendres dans quelque temps. Après, on les amène dans une baraque où il va y avoir un certain nombre d'étapes. Cette baraque, définitivement, à partir de 43, va être cette baraque qui est aussi la baraque crématoire, qui est installée dans le bas du camp, mais qui aura d'autres lieux avant, et où on va leur demander de se dévêtir, de donner tous les objets qu'ils ont avec eux. Ils vont se retrouver nus, une position particulièrement humiliante. Ils vont être fouillés au corps. Ils vont être après rasés intégralement. C'est ce qui est représenté sur ces photos, sur ces dessins. Après cela, ils vont avoir droit à une douche réconfortante, quelquefois glacée, mais quelquefois chaude, donc plutôt réconfortante pour ces personnes qui ont des journées de voyage, qui ont été souvent, la plupart ont déjà été battus, ont subi un certain nombre de chocs. Et là, si l'eau est chaude, eh bien, on leur montre qu'à côté, pas très loin de là, il y a un crématoire avec une réserve d'eau qui alimente ces douches. Et c'est évidemment là aussi un choc, puisque globalement, on leur dit une fois de plus que c'est leur destinée, effectivement, c'est d'aller finalement chauffer les douches des suivants. Et c'est un choc important. Après, et c'est les questions sanitaires qui viennent, on les plonge soit dans une baignoire ou soit on les badigeonne de grésil. Le grésil, c'est qui a des vertus prophylactiques, mais qui est puissante puisqu'il sera, pour désinfecter, il sera utilisé en France jusque dans les années 70 pour nettoyer les WC, pour nettoyer les cuisines, et il est particulièrement abrasif sur une peau qui a été rasée avec des rasoirs que vous pouvez imaginer qui ne sont pas forcément de très bonne qualité, et cette étape qui va précéder la suivante, qui est finalement l'arrivée dans le camp, c'est-à-dire qu'on va leur donner des vêtements, ces vêtements, des galoches, des sous-vêtements et des vêtements. Les vêtements, ce ne sont pas forcément des vêtements qui sont des vêtements que l'on rayait, que l'on voit particulièrement dans la plupart des documentaires, des photos de ces camps, parce que ces vêtements-là, ils sont réservés, ils ne sont pas forcément en nombre suffisant, et ils sont réservés aux sorties pour pouvoir mieux identifier les déportés s'ils veulent s'échapper. Et après, le dernier point, ils deviennent des shtuks, donc des numéros. On leur donne, comme on l'a vu tout à l'heure, un triangle en fonction de la catégorie dans laquelle
ils sont renvoyés. Je dis bien ils sont renvoyés parce que certaines catégories, on s'aperçoit que des homosexuels ne sont pas forcément dans la catégorie homosexuelle, des asociaux peuvent être aussi des politiques, enfin il y a quand même un peu de confusion dans toutes ces catégories, mais c'est le numéro qui va les suivre et qu'ils devront apprendre par cœur en allemand à chaque fois qu'on leur demandera ou lors de l'appel. Dernière étape après cela, l'envoi dans une baraque qui est une baraque où ils seront mis en quarantaine, une quarantaine qui va être de plus en plus courte au fur et à mesure de l'évolution de la guerre et de l'évolution du camp, pour éviter l'épidémie qui est évidemment une des craintes des SS. Dans leur quotidien, le quotidien est un quotidien qui est marqué par un certain nombre, là aussi, d'étapes qui sont fortement mémorées par les anciens déportés. Les journées commencent très tôt le matin, entre 4 et 5 heures selon la saison. Les détenus ont alors à peu près 1h30 pour ranger leurs paillasses, prendre rang pour aller aux toilettes, s'agglutiner autour des vasques de la chambrée pour se nettoyer avant que retentisse l'appel. Alors 1h30, ça peut vous paraître très lent, mais vous imaginez que dans une baraque, ils sont à peu près, normalement, ils devraient être entre 150 et 200. À la fin, en 44, ils sont près de 750. Donc vous voyez bien le dispositif à mettre en place et le temps que peut mettre toutes ces étapes. Et puis ils prendront aussi ce qu'on va qualifier d'un petit déjeuner. Je ne sais pas si c'est un vrai petit déjeuner, c'est plutôt surtout boire un breuvage chaud qui peut être une espèce d'ersatz de café, et puis un morceau de pain s'ils l'ont gardé de la veille, c'est-à-dire de la distribution qu'ils ont reçue lors du dîner la veille. Et puis après commence l'appel. L'appel, c'est vraiment la séance une des plus difficiles, une des plus complexes, parce que à chaque niveau, donc devant les baraques, on demande aux déportés de se mettre en rang et on les compte. Pour que le compte soit exact, on sort tous les corps de ceux qui sont décédés pendant la nuit. Et puis ce comptage, quelquefois il fonctionne bien et donc ça peut se passer en une demi-heure, mais quelquefois il se passe mal, il y a des erreurs, donc il faut tout recommencer. Et puis aussi quand les capos, les SS ont envie de montrer leur sadisme, cela peut durer encore plus longtemps et cela dure quel que soit le temps. C'est-à-dire qu'il faut que vous imaginiez qu'ils sont en plein air, avec des vêtements qu'ils ne peuvent pas changer, des vêtements qui sont quelquefois humides de la veille et qui n'ont pas pu sécher pendant la nuit. Donc par le brouillard, par le froid, ils sont là et ils restent en attendant que cet appel soit terminé. Et puis, ils sont après répartis en différents commandos avec différentes fonctions et ils vont se déplacer sur leur lieu de travail, un travail qui dure à peu près toute la journée puisqu'ils sont de retour vers 18h30 et la journée après se termine avec le dîner, la distribution du dîner et puis un certain nombre d'activités et les lumières, on va dire, sont fermées vers 21h jusqu'au lendemain. Seul le dimanche est un jour un peu exceptionnel puisque le dimanche, ils travaillent le matin avec un horaire entre guillemets dit allégé, de 6h30 à peu près à 12h. Seuls ceux qui sont dans des commandos disciplinaires, c'est-à-dire qu'ils ont été punis d'une manière ou d'une autre, doivent travailler l'après-midi. L'alimentation, avec l'appel, est le deuxième élément aussi qui frappe les esprits et les estomacs. Le détenu reçoit à son arrivée une écuelle en tôle et une cuillère en bois. Ce sont des objets très basiques, mais qui sont très importants, et il faut les garder et ne pas se les faire voler. Parce que si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas être servi lors des distributions de nourriture. Les distributions de nourriture, elles sont servies d'une baraque cuisine, qui est une baraque qui existe toujours en haut du camp et qui sera ouverte au public, puisqu'elle n'a jamais été ouverte au public d'ici, j'espère, 2 ans. Et c'est là où est produit tous ces aliments et tous ces repas. Et après, les déportés qui sont affectés à cette mission descendent avec des bouteillons, c'est ce que vous voyez sur cette image où chacun porte ses bouteillons qui sont lourds,
pour des corps qui ne sont pas forcément en très bonne santé, qui aussi doivent prendre des marches qui sont de tailles différentes, dans une pente escarpée, ce qui de temps en temps peut provoquer effectivement une chute, et donc la soupe qui s'épand partout. Et là, Gaillot a voulu montrer effectivement cet effet de cette nourriture qui s'étale et qui suscite des heurts entre les déportés qui veulent se l'approprier, qui veulent lécher ce qu'il y a sur le sol, tant ils ont faim. Et vous voyez tout de suite un capot qui arrive pour essayer de mettre de l'ordre. On estime à peu près que la ration alimentaire en termes de calories pour ces déportés était d'autour de 1500 calories, alors que normalement ils auraient eu besoin entre 3000 et 4000 calories, notamment au vu, particulièrement pour ceux qui sont dans l'exploitation de la carrière, du travail qu'ils fournissent. Ce n'est pas étonnant qu'au bout de 3 mois, on ait des déportés qui aient perdu entre un tiers et la moitié de leur poids. La plupart, en sortant des camps de concentration, pèseront entre 40 et 50 kilos. C'est une obsession de la nourriture que ressent tous ces déportés du matin au soir. Ils disent quelquefois que la nuit ou entre eux, ils parlent des plats qu'ils connaissaient dans leur famille, mais que ce n'est pas forcément une très bonne idée de penser ou de rêver à toutes ces choses parce qu'elles sont très déprimantes et elles affectent leur morale, un moral qui est très très important pour survivre dans ce site où le travail est quotidien, la violence est quotidienne et où il faut essayer de voir pour le lendemain ce qu'il peut se passer. Et tenir dans le quotidien, eh bien, ça se traduit notamment par un certain nombre de suicides. Effectivement, le suicide arrive de temps en temps, fréquemment. Ce sont des personnes qu'on va appeler les musulmanes, alors qu'on traduira en français de façon erronée par les musulmans, mais qui revient dans les témoignages. Ce sont des personnes qui ont perdu la foi dans un certain sens, la foi dans un sens, pas dans le sens spirituel, mais dans le fait de penser qu'ils vont survivre, qui se laissent complètement aller, qui dépérissent, et on les identifie assez facilement dans les camps parce qu'ils errent, parce que leurs yeux ont perdu de leur brillance, et ils se suicident soit en se précipitant, notamment sur les barbelés, qui sont des barbelés électrifiés, ou bien notamment, comme le montre ce dessin, dans les toilettes. C'est un élément qui est important parce qu'effectivement, il nous renvoie vers la solidarité dans les camps, voir comment on vit dans les camps. Et Roger Boulanger, qui est un des témoins de cette époque, dont le livre est toujours, a été réédité récemment, qui s'appelle « Un fétu de paille dans les bourrasques de l'histoire », a ce témoignage que vous pouvez lire. « Le comportement des anciens m'interpellait, leur unique préoccupation était de vivre le mieux possible à l'intérieur du camp, l'extérieur ne les concernait plus. Leur adaptation ressemblait à une acceptation, chez certains même une participation. La notion de solidarité avait déserté leur esprit. Je constatais à les voir qu'il était parfaitement possible de survivre en se comportant de façon immorale et en ne se souciant rigoureusement que de soi. » Alors, ce témoignage, il montre les deux faces. En fait, il montre une face un peu noire de la solidarité, c'est-à-dire qu'effectivement, on est dans un lieu où survivre est une obsession, et quelquefois, pour survivre, il faut se faire passer avant les autres, il faut avoir un comportement des plus égoïstes, il faut avoir un comportement qui vous assure cette survie. Ce comportement, à la fois, il est important, et en même temps, il n'est pas suffisant, parce qu'on s'aperçoit aussi que les déportés qui restent isolés, qui sont seuls, ont beaucoup plus de difficultés à survivre. Et par exemple, dans un des témoignages, on a le témoignage d'un ancien déporté qui rapporte en disant « J'ai mis la main sur l'épaule d'un déporté, je lui ai parlé, et puis le jour d'après ou 2 jours après, il est venu me voir en me disant « Heureusement que tu as fait ça parce que j'étais prêt à aller me suicider, j'étais en train de penser au suicide. » Donc vous voyez, ce ne sont pas forcément des gestes très importants, mais il y a aussi des gestes beaucoup plus importants, beaucoup plus peut-être
opérationnel. Et Pierre Rollinet, qui est un déporté aussi, qui est un ancien déporté qui est décédé cette année, et d'autres ont parlé de ce qu'ils ont appelé la mutualisation du pain, c'est-à-dire qu'ils ont décidé finalement, bon gré mal gré, de s'unir pour essayer de survivre, et ils ont organisé le partage de ce pain qui est distribué le soir dans le cadre du dîner, et d'en garder un petit morceau. Je dis bien petit parce que ce pain n'était pas forcément très gros et qu'un petit morceau, c'était très important pour eux. Petit morceau qu'ils ont décidé de mettre de côté en désignant quelqu'un. Ils ont fait ça en s'organisant de façon très, très précise. Pierre Rollinet était le responsable d'une des tables. Et lorsque l'un d'eux faiblissait, où on s'apercevait qu'il y avait des problèmes évidemment de santé, de difficultés, eh bien, on lui mettait à disposition ce supplément pour essayer de le faire franchir ce mauvais pas. Et ça a été le cas de Pierre Rollinet en particulier, notamment dans une période de maladie. Alors, le camp excusez-moi, je vais dire une chose. Deuxième aspect de cette solidarité, c'est effectivement tous les autres aspects que l'on peut trouver pour disposer de fonctions qui sont moins dures, moins exposées. Dans le travail finalement sur le camp, on pourrait diviser les missions de travail en deux parties. Ceux qui vont assurer le fonctionnement du camp, c'est un camp de 3000 puis de 6000, donc vous imaginez bien que pour faire fonctionner finalement cette commune, si l'on était, vous voyez à peu près ce que c'est que 3000 habitants, nécessite toute une série de compétences pour assurer le fonctionnement. Évidemment, la cuisine, mais aussi la menuiserie, aussi celui qui répare les chaussettes, la mécanique, enfin plein le coiffeur, plein de compétences qui ont ensemble un avantage, c'est qu'elles sont moins exposées parce que ça veut dire qu'on reste dans le camp ou aux alentours, c'est-à-dire que souvent on est à l'abri, question de météo, et quelquefois ça permet aussi d'être plus proche de certains objets, de l'alimentation pour les cuisiniers, qui sont des facilités pour survivre dans ce monde très violent où la nourriture est rare et où on peut échanger éventuellement des services contre d'autres objets, les cigarettes par exemple, etc. Et les autres vont sur la carrière, cette carrière qui est située à peu près à 800 mètres et qui vont exploiter, ils seront à peu près entre 1000 et 1400, à exploiter ce granit sous la supervision de la DEST, de cette entreprise dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a pour objet d'exploiter justement ces carrières. La vie dans le camp, c'est aussi l'évasion. L'évasion, survivre dans le camp, c'est s'évader. Alors c'est s'évader par l'esprit. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que dans les témoignages, un certain nombre d'activités se mettent en place, ou un certain nombre se mettre en place ou peuvent avoir lieu. Ce sont des activités qui peuvent être manuelles, comme cette création de ce petit avion fabriqué par un déporté. Ce sont également du dessin. Vous avez vu les dessins de Gaillot qui, au départ, ne sont pas des dessins aussi précis que cela, mais qu'il réussit à faire sur des bouts de papier qu'il arrive à se procurer. Ça peut être aussi éventuellement l'écriture d'un journal, comme l'a fait un déporté hollandais. C'est également, pour certains, la prière. La spiritualité, il y a des prières qui sont organisées, un témoignage avec les communistes, par des communistes qui disent qu'ils ont fait la garde dans la baraque pour permettre à certains autres d'avoir une prière commune. Donc il y a tous ces aspects-là qui sont très importants pour les déportés parce qu'ils permettent de s'extraire de ce monde. S'extraire de ce monde, et quand on parle effectivement aussi de solidarité, je vous ai parlé de communistes, je vous ai parlé de chrétiens qui prient, on s'aperçoit bien que la solidarité, elle va s'organiser au travers de différents canaux. Différents canaux qui sont les suivants en tout cas, qui sont la nationalité. La nationalité est importante, je vous le disais, la plupart de ces personnes n'ont jamais été à l'extérieur, ne connaissent pas de langues étrangères, donc on se regroupe par territoire, par connaissance éventuellement même, c'est un élément important, par famille,
que je vais appeler de famille idéologique, c'est-à-dire qu'on est communiste, on est chrétien, on est conservateur et on se retrouve autour de ces affinités. Et ce sont des éléments assez importants, mais qui, parce que solidarité n'est pas exactement solidarité, enfin pose aussi des problèmes dans cette solidarité, et je crois qu'il faut aussi en être conscient, c'est que lorsque progressivement les détenus politiques vont prendre la main sur l'organisation du camp, donc progressivement vont se substituer aux capots qui sont d'origine de droit commun ou asociaux, ils vont essayer de favoriser les détenus, d'essayer de limiter la violence, de limiter la rudesse de cette vie, avec toujours cette nécessité ou cette obligation d'être un peu entre le marteau et l'enclume, c'est-à-dire de ne pas pouvoir non plus faire tout ce qu'ils souhaiteraient faire. Mais pour certains, et dans l'administration en particulier, ils ont la possibilité d'envoyer dans un des camps annexes, par exemple, des déportés, il y a des listes qui sont formées et la possibilité éventuellement de substituer un nom à un autre. Avec cette difficulté et cette conscience que peuvent avoir certains déportés, ils ne l'ont pas tous, de se dire moi j'ai été favorisé parce que j'ai telle ou telle affinité, j'ai telle ou telle connaissance et ça m'a permis, parce que j'étais plus faible, ils ont bien voulu me placer dans une activité qui est moins difficile, moins compliquée, mais néanmoins j'ai pris peut-être la place de quelqu'un qui lui a été envoyé sur la carrière ou a été envoyé dans un camp annexe qui est connu pour être particulièrement difficile. S'échapper, c'est aussi s'échapper physiquement. Une évasion, je l'ai dit tout à l'heure, qui est difficile. Évasion dans le camp de Kalnatzweiler qui n'a réussi qu'une fois, avec un groupe de 5 personnes, dont Martin Winterberger, dont je vous ai parlé tout de suite, qui était l'Alsacien de ce groupe. Les autres tentatives ont échoué. Elles sont réprimées très violemment par la pendaison, la plupart des cas, devant les autres déportés, dans des cérémonies, dans des mises en scène qui ont pour objet de dissuader tout un chacun de vouloir s'échapper. La plupart des évasions qui sont recensées sont des évasions qui ont été faites dans les camps annexes, c'est-à-dire plutôt à la fin de la guerre, dans des camps annexes qui sont moins sécurisés que le camp principal, et d'autre part dont les gardiens sont devenus de plus en plus peut-être tolérants, parce que d'abord les plus jeunes sont partis au front, donc ils sont plus âgés, ils ont plutôt près de 60 ans que 40 dans les premiers contingents, et ils voient bien aussi que le conflit est en train d'évoluer et que peut-être ça va se retourner contre eux, donc peut-être aussi plus tolérant ou peut-être moins regardant en termes de sécurité. Le quotidien dans le camp, c'est soigner. C'est soigner. Progressivement, le camp va être doté d'un certain nombre de matériel, d'un certain nombre de baraques qui vont s'étendre de plus en plus, montrant que plus le temps est long dans ce camp, plus les déportés s'affaiblissent et plus le nombre de déportés qui ont besoin d'être soignés dans ce qu'on a appelé le révire est important, soigné avec un certain nombre de médicaments qui sont rares, et là aussi qui donnent lieu à de la solidarité. Par exemple, on sait que les NN, qui n'avaient pas le droit à ces soins au départ, ont pu, grâce à des médecins, on a pu sortir un certain nombre de médicaments et leur apporter pour les soigner, alors que normalement, il n'y avait pas le droit. On estime qu'à peu près, il y avait 8 baraques à la fin qui étaient affectés à ces soins, à ces révires, ce qui montre qu'à peu près 20%, selon les statistiques et selon Robert Stegman, à peu près des détenus étaient malades, ou en tout cas n'étaient pas aptes au travail en 1944, ce qui est donc un chiffre très important. Le passage au révire, c'est à la fois un avantage, c'est-à-dire à la fois la possibilité de se reposer, d'être soigné, mais en même temps un inconvénient, parce qu'on peut estimer que vous n'êtes plus apte au travail et donc on peut vous faire mourir, et d'autre part aussi on peut y attraper d'autres maladies. C'est néanmoins un temps assez particulier, et c'est aussi, l'un des médecins dit finalement ce qui est important dans les témoignages, c'est aussi apporter de l'attention aux détenus. Il y avait évidemment le médicament, il y avait évidemment le côté très sanitaire, mais il y avait aussi cette attention à des détenus et qui est aussi un élément important. La mort, elle passe par la maladie, le typhus en particulier, qui est une de ces épidémies importantes. Elle passe également par la violence, par les exécutions, par les punitions et par tous les effets induits que cela provoque.
Et dans cette administration SS qui tient des comptabilités très importantes, surtout sur les décès en particulier, il y a une raison générique qui apparaît régulièrement dans les dossiers, qui est faiblesse corporelle généralisée, ce qui veut tout et rien dire à la fois, mais qui montre bien qu'effectivement, la mortalité est importante. Près de 40% des détenus qui sont passés au KL Natzweiler sont décédés, ce qui est dans les camps de concentration un des pourcentages les plus importants. Et puis après, cette mort passe par le four crématoire, ce lieu qui est dessiné par Gaillot. On part en cendres. Seuls les déportés allemands ont le droit à un régime de faveur, c'est-à-dire que dans une lettre qui est envoyée à leur famille, on leur indique qu'ils peuvent éventuellement récupérer les cendres des corps de la personne de leur famille. C'est une prestation qui a des qualités différentes. On voit les deux types d'urnes qui sont proposées avec une facturation pour ces urnes. Le régime SS est un régime qui pratique ce que moi j'appellerais l'économie circulaire, c'est-à-dire aussi, on prenait des termes d'aujourd'hui, c'est-à-dire que les cheveux, les poils, ça sont vendus, que quand on va faire des crémations, quand il y aura des exécutions, il y aura aussi une tarification, que ces urnes sont vendues, que les contrats qui sont passés avec la DEST, au travers de la DEST avec des entreprises sont facturés. Donc tout s'inscrit aussi dans une économie, et ces cendres sont utilisées aussi quelquefois pour le potager des SS qui se situe près de la villa, qui est cette petite villa qui a été construite au début des années 1900 et qui sert de commandantour et d'un certain nombre de tâches administratives, et qui vont donc pouvoir enrichir, améliorer la production de légumes pour les SS. Sinon, les cendres sont jetées dans ce qui aujourd'hui s'appelle la fosse aux cendres, qui est une fosse de déjection pas très loin du crématoire. Le KL Natzweiler n'est pas qu'un camp de concentration, il a été utilisé pour d'autres fonctions. La première, ce sont les expérimentations médicales qui s'inscrivent dans une relation qui va s'établir entre la Reichsuniversität de Strasbourg et particulièrement sa faculté de médecine, avec un certain nombre de professeurs de médecine qui vont trouver dans ce lieu les possibilités d'avoir à disposition de nombreux cobayes et vont pouvoir pratiquer des expériences en dehors de tout cadre éthique. Ces expériences, elles sont de différentes natures, elles sont liées aux problématiques qui sont utiles à l'armée en particulier. C'est d'abord la protection contre les gaz, qui ont été extrêmement meurtriers pendant la Première Guerre mondiale, avec le professeur d'anatomie Auguste Hirt, qui va tester un traitement contre le gaz hypérite. Le gaz hypérite, c'est le gaz moutarde, hypérite parce qu'il a été utilisé la première fois à Ypres en Belgique, et qui va tester son traitement sur des détenus. C'est aussi le professeur Bickenbach qui va lui être dans la même préoccupation de la prévention contre les gaz, mais sur un autre type de gaz, le gaz phosgène, et il va tester un traitement préventif là aussi contre ce gaz, mais dans des conditions différentes, puisque pour pratiquer ces expérimentations, il va demander que soit installé dans un bâtiment annexe que vous voyez là, qui est près de l'auberge, une chambre à gaz dans laquelle vont être passés un certain nombre de déportés tziganes en particulier, pour voir si son traitement fonctionne. Plus de 8 personnes vont décéder des suites de ces expérimentations. Et puis un dernier, qui est le professeur Eugen Hagen, qui lui va faire des expériences là aussi sur un sujet lié à l'armée, qui est le typhus. Le typhus qui, vous savez, fait des ravages dans des lieux qui sont surpeuplés et insalubres, comme les camps de concentration, mais dans certaines conditions, effectivement aussi dans les lieux
où est l'armée. Et donc il va tester en 1944 un vaccin contre le typhus qui est propagé par les poux. Ça, c'est la partie de l'expérimentation qui sont, si vous voulez en savoir plus, qui sont présentés au Centre européen du résistant déporté actuel et actuellement jusqu'à la fin de l'année prochaine, en 2023, et qui présentent notamment les conclusions, une partie des conclusions d'un rapport qui a été remis en mai dernier par des experts, des historiens français et étrangers, commandités par l'Université de Strasbourg, justement pour éclairer quel a été le rôle de cette faculté de médecine, et en particulier est sorti un certain nombre d'éléments, d'informations dont on ne disposait pas avant. C'est pour ça que je vous dis, finalement, chaque jour apporte une nouvelle information ou un nouvel éclairage sur les expérimentations et les liens particuliers qui ont été établis entre cette faculté de médecine et le camp. Et puis deuxième aspect plus sordide encore que le premier et plus connu avant, c'est ce gazage de 86 juifs et juives qui ont été sélectionnés à Auschwitz suite à une demande du professeur d'anatomie, le professeur Auguste Hirt, dont on a parlé déjà tout à l'heure, qui souhaitait compléter la collection historique dont il disposait à l'université de Strasbourg, qu'ils ont trouvé en arrivant, par des squelettes de juifs et juives, et qu'il donc a fait amener au camp du Struthof, gazé dans cette chambre à gaz qui avait été aménagée pour le professeur Mickenbart et un peu modifiée pour assassiner ces personnes, qui sont transportées après à l'université de Strasbourg. C'est ce qui relie peut-être le plus le KL Natzweiler à la Shoah et à l'extermination, parce que finalement, au travers de ces 86 juifs et juives dont on voulait disposer des squelettes, c'est finalement une projection du projet nazi, c'est-à-dire l'extermination des juifs. Et donc, à partir du moment où extermination, on n'a plus de squelettes, on n'a plus de corps, donc on garde un peu comme on en a gardé de temps passé dans ces collections-là. Et c'est vraiment, même si le chiffre peut paraître, entre guillemets, très limité par rapport aux millions de juifs qui ont été exterminés, il est très symbolique parce qu'il montre finalement l'aboutissement, le projet ultime de la Shoah. Le camp, c'est aussi un camp d'exécution. Ce n'est pas simplement un camp de concentration pour des déportés. Il sert progressivement de lieu d'exécution pour des personnes qui sont envoyées, des détenus qui sont envoyés par la Gestapo sur tout le territoire, aussi bien sur la rive droite que sur la rive gauche du Rhin. Et particulièrement lors de l'évacuation du camp, c'est-à-dire à la fin de l'été 1944, où sont amenés un certain nombre de résistants qui ont été amenés par la Gestapo et qui sont directement exécutés dans le crématoire. Pourquoi le camp a un lieu d'exécution ? Parce qu'il est isolé, parce qu'il dispose d'un crématoire et donc les corps peuvent disparaître tout de suite. Et ces personnes qui sont exécutées ne sont pas immatriculées dans le camp, elles sont un peu comme celles qui sont à Auschwitz et qui sont exterminées directement. Ils n'ont pas de matricule. Ceux qui ont un matricule sont ceux qui ont été sélectionnés pour d'autres missions dans le cadre d'Auschwitz. Le camp, c'est le premier camp qui est découvert à l'ouest par les Américains. Le 25 novembre 1944, déjà le camp a été évacué en très très grand nombre dès le début de septembre 1944, et c'est là à ce moment-là où ont eu lieu ces exécutions dont je viens de parler. Il est vide, il est en l'état comme je l'ai vu, et les Américains vont découvrir ce qu'ils ne connaissaient pas, en tout cas, vont commencer à découvrir, c'est-à-dire effectivement ces camps de concentration, même si ce camp ne fera certes la une des journaux, puisque le New York Times aura pour titre un article en début décembre 1944 comme titre « L'usine de la mort », mais qui ne fera peut-être pas autant sensation, si je peux utiliser ce terme, parce qu'effectivement il est vide et donc on n'a pas ces images de corps décharnés, de personnes qui sortent de leur baraque, qui vont frapper les esprits progressivement au fur et à mesure que les camps vont être libérés et que l'on va s'approcher au plus près de l'horreur qu'ont été ces camps de concentration. Et pour vous terminez, on voit bien après 44, eh bien après septembre 44, eh bien les déportés sont transférés vers d'autres lieux,
beaucoup vers Dachau, c'est peut-être la ligne la plus épaisse, mais qui vous montre aussi une particularité de ce camp, c'est que le camp principal, c'est-à-dire le Struthof, est certes évacué, découvert en novembre, mais le camp continue, entité administrative, continue à vivre, continue à se développer même, puisque certains camps annexes sont créés, à peu près la moitié, 23, sont créés après cette période-là, et qu'on estime que près de 20 000 nouveaux déportés seront envoyés dans ces camps annexes. Donc 20 000 sur 52 000, vous voyez bien que la vie du camp, après l'extinction du camp principal, se poursuit jusqu'au printemps 1945. Et progressivement se situe évidemment vers la rive droite du Rhin. Aujourd'hui, notre mission, c'est effectivement à la fois de présenter ce camp, mais surtout de pouvoir, comme le dit Boris Pahor, d'être proposé aux uns et aux autres d'être pèlerins parmi les ombres qui sont sur ce camp, qui planent sur ce camp, dont les murs suintent la douleur, la tragédie, et d'essayer de transmettre en particulier aux jeunes générations, puisque cette période est de plus en plus désincarnée dans les familles, que les derniers survivants sont en train de nous quitter, que dans les familles même, il n'y a plus de mémoire de cette période souvent, et bien de faire comprendre ce que cela a été, mais aussi de leur faire comprendre que finalement, on est, comme le dit Albert Camus, on n'est à la fois pas entièrement coupable de ce passé. On n'a pas commencé l'histoire. Il dit l'homme, dans l'homme révolté, l'homme n'est pas entièrement coupable. Il n'a pas commencé l'histoire, mais il n'est ni tout à fait innocent puisqu'il la continue. Et il la continue, et aujourd'hui, elle se continue. Et on peut estimer au travers des leçons de ces camps, de cette tragédie, que beaucoup des combats qui ont été menés restent des combats d'actualité, que cela peut revenir, on l'a bien vu, le Rwanda, les Khmers, etc., et aujourd'hui encore. Et donc, beaucoup des questions qui se posent aux déportés, sur lesquelles je me suis un peu attardé, la solidarité, les réactions, qu'est-ce qu'on fait dans des situations très difficiles, où survivre est important, où faire un pas à droite ou un pas à gauche peut vous entraîner vers la mort. Eh bien, ces questions-là, il faut aussi que nous les continuions à nous les poser, parce qu'elles peuvent revenir, certes, dans un contexte différent, mais comme vous le savez, l'histoire ne se répète pas, mais néanmoins, elle balbutie. Merci.